réseaux locaux et en même temps donc TCP/IP. Donc c'est un cours en fait qui est composé de deux parties. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette introduction générale, qui est une introduction générale aux deux éléments du module, si vous voulez. Donc il y a l'élément de module réseaux locaux et interconnexion, donc LAN et interconnexion, d'accord? Donc on va voir les LAN et on va voir l'interconnexion des LAN, donc les LAN, c'est-à-dire les réseaux locaux, et les équipements qui permettent de les interconnecter, d'une part, et on va parler de l'architecture TCP/IP, le modèle TCP/IP, dont on a parlé un petit peu au premier semestre, mais ici on va rentrer avec un peu plus en détail. Donc ce sont deux éléments de module. En fait, moi j'appelle ça donc réseaux locaux et TCP/IP, c'est donc on va voir si vous voulez toutes les couches du réseau. On part, revenir sur ça un petit peu dans le cas des réseaux locaux, parce que les réseaux locaux sont principalement les deux couches les plus importantes dans un réseau local, c'est ces deux couches-là, couche physique, couche liaison donnée. Donc on va parler des réseaux locaux, et après on va parler du TCP/IP. Donc TCP/IP, architecture et protocole de base. Bien, alors si bien sûr vous avez des questions, bien des remarques, quelque chose, vous pouvez toujours m'arrêter pour poser vos questions, vos remarques, etc., soit par chat, soit directement en me parlant, si vous avez bien sûr un micro. Alors, on va commencer par présenter le plan du cours. D'accord? Le plan du cours, en commençant bien sûr par cette introduction qu'on va voir aujourd'hui. Introduction au modèle TCP/IP. C'est une introduction générale dans laquelle on va montrer un petit peu ce qui nous attend dans ce cours, ce qu'on va voir dans ce cours-là, l'intérêt de ce cours, etc. Et en particulier, on va parler du modèle TCP/IP ou bien de l'architecture TCP/IP. Donc ça, on va commencer par cette introduction générale. Et comme j'ai dit, c'est une introduction pour les deux éléments du module, à savoir les réseaux locaux et TCP/IP. Bien. Donc après, on va attaquer la première partie de notre cours, la première grande partie de notre cours, dans laquelle on va parler des principaux réseaux de l'Internet. D'accord? Alors, les principaux réseaux de l'Internet, à savoir, bien sûr, les réseaux locaux, les réseaux longue distance, etc. Donc, les LAN, les WAN, etc. Alors, pourquoi ça? Quand on parle de TCP/IP, ça veut dire c'est la suite de protocoles qui régit l'Internet. C'est-à-dire, Internet, c'est un réseau. On va revenir d'ailleurs sur la définition en détail, on peut discuter tout ça, mais pour l'instant, pour vous donner une idée, il faut comprendre le plan du cours. Donc, TCP/IP, c'est une suite de protocoles. Quoi qu'on l'appelle TCP et IP, on a deux protocoles seulement, le protocole TCP et le protocole IP, mais dans la réalité, lorsqu'on parle de l'architecture TCP/IP, ça contient plusieurs dizaines de protocoles. ماشي غير هاد الجوج هادو كاينين بزاف ديال البروتوكول اللي غادي نشوفوهم في هاد الكور ديالنا دابا. ولكن le nom historiquement a été pris de cette façon-là. On utilise les deux protocoles parce que c'est les deux protocoles de base dans un premier temps, mais aussi parce que c'est parmi les premiers protocoles qui ont été développés pour mettre en place le réseau Internet. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle cette architecture, on l'appelle l'architecture TCP/IP, mais il y a plusieurs dizaines de protocoles dont on parlera par la suite. Donc vous avez, lorsqu'on dit Internet, c'est le réseau qui est régi par cette suite de protocoles. Alors, tout réseau qui utilise
la pile de protocoles TCP/IP pour faire ou pour interconnecter ces équipements, on peut l'appeler un Internet. C'est un Internet. Un Internet, c'est un réseau qui utilise la pile de protocoles TCP/IP. Il y a plusieurs définitions, c'est parmi les définitions qu'on utilise. D'accord? Il utilise la pile de protocoles TCP/IP pour interconnecter l'ensemble des équipements et faire communiquer l'ensemble des équipements qui le composent. Donc, la première des choses qu'on va voir avant de rentrer dans TCP/IP, il y a le TCP, ou le réseau Internet, de quoi il est composé. D'accord? Alors, il y a un de vos camarades qui me dit le micro, il fait un peu de bruit. D'accord, je vais essayer de voir ça. Essayer de le fixer autrement. Voilà. Alors, j'espère que maintenant, ça va être mieux. Bien, alors, maintenant, Internet, si, bien sûr, je pose la question « Chnou ou l'Internet », je pose la question à n'importe qui dans le monde, c'est quoi Internet, que tout le monde connaît, c'est un réseau. D'accord? C'est un réseau. Dans la réalité, Internet, ce n'est pas un seul réseau, mais c'est un réseau de réseaux. D'accord? Physiquement. Physiquement, Internet, c'est quoi? C'est un ensemble de réseaux, d'accord, qui sont interconnectés entre eux. Donc, il y a plusieurs réseaux physiques qui sont interconnectés. Par exemple, le réseau de l'EMI, le réseau de la fac de sciences, le réseau du ministère, le réseau d'un opérateur de Maroc Télécom ou autre, le réseau, etc. Tout ça, c'est des réseaux physiques. Si on les interconnecte, ça donne un réseau de réseaux. Alors, Internet, c'est un peu ça. D'ailleurs, son nom l'indique, Internet veut dire Internetworking. D'accord? C'est l'interconnexion de réseaux. D'accord? C'est l'interconnexion de réseaux. C'est une interconnexion de plusieurs réseaux. Des centaines de milliers de réseaux qui sont interconnectés entre eux pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau Internet. D'accord? C'est l'Internet. Donc, Internet, il est composé de plusieurs réseaux physiques. Donc, la première des choses qu'on va faire dans notre cours, ou ça sera la première partie de ce cours, il y a de voir quels sont ces réseaux-là qui composent l'Internet. D'accord? L'Internet, il est constitué de quoi? Il est constitué d'un ensemble de réseaux. Alors, ces réseaux sont principalement des réseaux locaux, mais il y a aussi d'autres des liaisons spécialisées, des réseaux longue distance, etc., dont on parlera aussi. Mais principalement, c'est des réseaux locaux. Parce que si vous prenez chaque établissement qui est connecté à l'Internet, il possède son propre réseau local. On a notre réseau, le réseau local de l'IMI. D'accord? Et vous prenez n'importe quel établissement, que ce soit privé ou public, une entreprise, une organisation, un ministère, un établissement, une école, etc., une faculté, tout ça, tous ces établissements-là possèdent leur propre réseau physique. C'est des réseaux locaux en général. Ces réseaux-là sont interconnectés entre eux pour constituer l'Internet. Donc, on va aller voir quels sont les principaux réseaux qui composent l'Internet. L'Internet, il est constitué de quel réseau? Il y a la deuxième partie d'Yenna, où on a justement l'élément de module d'Yenna, les SMITO, LAN et interconnexion. D'accord? Réseaux locaux et interconnexion. Donc, on va voir les réseaux locaux, où une fois qu'on les voit, c'est en fait réseau Ethernet, Token Ring, FTDI, etc. C'est un ensemble de réseaux, on va en parler un peu dans cet élément du module. Et après, on va voir comment ils sont interconnectés en regardant les équipements qui permettent de les interconnecter. À savoir, on a donné leur nom, etc. Mais là, on va voir leur fonctionnement.
à savoir les équipements qui permettent d'interconnecter les réseaux entre eux, les réseaux physiques entre eux. On a des switches, des hubs, des routeurs, des gateways, etc. Donc on va voir ces équipements-là, on va voir l'interconnexion des réseaux locaux. Donc ça c'est le chapitre, c'est un long chapitre. Alors voilà l'élément, voilà en fait l'élément de module que vous avez sur l'emploi du temps qui s'appelle LAN et interconnexion. D'accord? Donc on va commencer par l'introduction générale. Après on va voir les réseaux qui composent l'Internet, les des LAN. On va voir comment ils sont interconnectés. Et une fois qu'on termine l'élément aidant, on va revenir pour voir maintenant la partie TCP/IP. L'élément de module qui s'appelle TCP/IP. Et TCP/IP, c'est les protocoles qui régissent l'Internet, en commençant par la couche réseau. Les deux couches les plus basses, les physiques ou liaisons de données, on va en parler avec les réseaux locaux. Donc après, on va parler de IP, de TCP, de UDP, etc., c'est-à-dire les protocoles TCP/IP, à partir de la couche réseau, la couche IP. Donc on va voir l'adressage IP, c'est quoi une adresse IP, comment elle est constituée, quelles sont les différentes classes d'adresses qui existent, etc. On va voir le subnetworking, l'adressage de sous-réseau, comment on peut, dans un même réseau, on peut le subdiviser en plusieurs sous-réseaux. Par exemple, prends toujours le cas de notre réseau Alimi. Le réseau local de l'IMI, c'est un grand réseau, un réseau local, mais il est composé, il est subdivisé en plusieurs sous-réseaux. On les appelle des subnets ou bien des subnetworks ou bien sous-réseaux. Alors pourquoi cette subdivision? Pour un petit peu distinguer, différencier les différents sous-réseaux. On va les distinguer par exemple par département. Chaque département a leur propre sous-réseau. Le sous-réseau du département informatique, le département électrique, minéral, etc. Donc là, on peut subdiviser, on peut avoir des réseaux un sous-réseau pour les étudiants, pour l'administration, pour les enseignants, etc. On peut faire une subdivision quelconque. Donc c'est l'administrateur du réseau qui décide comment il va subdiviser son réseau local en plusieurs sous-réseaux. Les sous-réseaux des réseaux indépendants. Ensemble, le même réseau, le réseau local de l'IMI, des sous-réseaux qui sont plus ou moins indépendants. Ils ont leurs propres caractéristiques, etc. D'accord? Pour des raisons d'organisation, pour des raisons de gestion, pour des raisons de sécurité, par exemple, etc. On va séparer l'administration et là, les étudiants, les enseignants, parce qu'on n'est pas censé voir les échanges qui se font, etc. Les étudiants, mais les enseignants, par exemple, pour des mesures de sécurité, pour les échanges entre les enseignants, c'est pas la même chose qu'entre étudiants, etc. Donc, on peut subdiviser un réseau en plusieurs sous-réseaux. Donc, on va parler de la notion de sous-réseau, bien de subnet, d'accord, dans un chapitre. Après, on va voir la notion de résolution d'adresse. Le cours au premier semestre, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé de l'adressage, les adresses MAC, la couche liaison de données. La couche liaison de données parmi les fonctions d'ILH, c'est l'adressage physique. D'accord? Il s'occupe de l'adressage physique parmi les fonctions, les tâches de la couche liaison de données. Et on avait dit par la même occasion, on a profité de cette occasion pour parler des différents types d'adresses. Vous vous rappelez, il y a combien de types d'adresses dont on a parlé? D'accord? Oui, on avait parlé de 3 types d'adresses, les HOMA. En commençant par le bas, il y a ce qu'on appelle les adresses. Alors, comment on les appelle? Oui, l'adresse physique ou bien l'adresse MAC. Oui, elle dit le premier niveau d'adressage, le niveau le plus bas.
كاينه l'adresse logique, voilà, qui est une adresse physique, كاينه l'adresse logique. L'adresse logique, c'est l'adressage au niveau réseau. D'accord? L'adressage au niveau réseau, حنا في le cas ديالنا, ça va être l'adresse IP. Ou le troisième niveau, qui en fait effectivement l'adressage symbolique, c'est au niveau de la couche application. Voilà, donc il y a 3 niveaux d'adressage. Alors justement, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'adressage, pour passer d'une adresse à une autre, d'accord, d'un niveau, d'un type d'adresse à un autre, il faudrait un moyen qui va nous permettre de faire cette conversion, un protocole qui va le faire. Voilà, exactement, c'est un protocole qui va faire ça. D'accord? Et donc là, on va parler justement de ces différents protocoles pour passer de l'adresse symbolique à l'adresse logique. L'adresse symbolique, l'adresse URL, www. etc. vers l'adresse logique, il y a par exemple ici l'adresse IP. Alors, le protocole qui va permettre de faire ça, c'est effectivement le protocole DNS. Très bien. D'accord? Et pour passer de l'adresse logique à l'adresse physique, d'accord? Pour passer de l'adresse logique à l'adresse physique, il y a une IP, le MAC. Alors, le protocole qui va permettre de faire ça, c'est le protocole ARP. Voilà, Address Resolution Protocol. D'accord? Et donc, dans ce chapitre, on va parler de ce protocole-là et de son inverse, parce que le protocole a un protocole inverse qui fait l'inverse, reverse. Le R, c'est pour le reverse ARP. Donc là, on va parler de ça. Alors après, on va parler du protocole DHCP, qui est un protocole très important qui permet, comme son nom l'indique, Dynamic Host Configuration Protocol, ou bien protocole de configuration de machines de façon dynamique. C'est un protocole qui permet d'allouer à une machine donnée, dans un réseau, une configuration IP. D'accord? Le protocole هذا هو le rôle ديالو. Qu'est-ce que ça veut dire ça rapidement? On va bien sûr rejoindre le protocole pour voir en détail dans ce chapitre-là comment il fonctionne. Quand une machine se connecte à un réseau, la première fois par exemple, شي واحد جا الليمي أول مرة شعل la machine ديالو, est-ce qu'il peut se connecter directement au réseau de l'EMI? Hein? Bien sûr que non. علاش؟ لأن ما عندوش une adresse IP في le réseau de l'EMI. Donc qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une configuration. خص شي واحد يكونفيغوري ليه la machine ديالو. Théoriquement c'est comme ça. خصنا نكونفيغوريو ليه la machine ديالو ونعطيوه une adresse باش يمكن له يدخل معنا le réseau de l'EMI. Alors, comment on va faire ça? Il y a deux manières de faire. Il y a deux manières de faire. La première, c'est ce qui se faisait avant DHCP, et c'était une méthode très lourde. Là où c'était comme ça malheureusement. Pour ça que l'administrateur du réseau يعطيك une adresse. Il y a un ensemble d'adresses qui sont allouées au niveau du réseau de l'EMI. Où tu es la première fois, tu ne peux pas te connecter parce que c'est qu'une adresse. Tu ne sais pas les adresses qui sont déjà allouées et les adresses qui sont disponibles. Il y a une liste d'adresses. Ils sont déjà alloués. Il y a des gens qui ont déjà des adresses ou qui se tiennent. Ou il y a d'autres adresses qui sont disponibles. Mais on a de l'information, mais on ne sait pas. C'est le seul qui connaît. En principe, c'est l'administrateur du réseau. Donc, il y a une adresse. Il vous dit que si tu l'adresse, je ne sais pas moi, 192.168.1.55 parce qu'elle est disponible. Donc, première possibilité, c'est de configurer la machine manuellement, d'accord, et statiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accepte le système d'exploitation que tu possèdes sur ta machine et tu vas aller vers configuration du réseau TCP/IP, كتمشي configuration ديال le réseau كاينه عاوتاني configuration ديال TCP/IP que ça soit sous affecter une adresse. Bien sûr هو ما كيعطيكش غير l'adresse بوحدها حيت l'adresse بوحدها ما كافياش.
va vous donner une adresse IP, يقول لك par exemple 192.168.1.64 مثلا أعطاك هذه l'adresse هذه ça veut dire la machine ديالك maintenant il possède une adresse qui est connue par les autres machines donc ils peuvent communiquer معاها ولكن كيعطيك d'autres informations غادي نهضروا عليهم من بعد qui sont importantes كيعطيك aussi l'adresse de la passerelle par défaut يعني la machine ديالك خصها تكون عارفه شكون هي la passerelle par défaut شنو هي la passerelle par défaut c'est le routeur qui nous relie vers l'extérieur qui nous relie avec l'internet دابا في le réseau de l'EMI كاين واحد le routeur qui nous permet de sortir vers l'extérieur et qui fait rentrer aussi les messages qui viennent de l'extérieur vers l'EMI هذاك le routeur بحال ولا la sortie هو الباب اللي كيخرجنا vers l'extérieur وكيدخل لينا les informations qui viennent de l'extérieur علاش la machine ديالك خصها تكون عارفه هذيك l'adresse هذيك pourquoi pour que vous puissiez envoyer, communiquer avec l'extérieur. اللي ما كنتيش عارف l'adresse de la passerelle par défaut ما يمكنلكش تصيفط des messages vers l'extérieur. يمكنلك تكومونيكي en interne ولكن tu ne peux pas sortir vers l'extérieur. بحال بغينا نقولوا حنا في ليمي وعندنا البورطاي د ليمي كيخرجنا سي با موا فيغ شارع بن سينا. هذاك الباب هو اللي كيدخلنا هو اللي كيخرجنا. لداخل د ليمي الا كنتي انت عندك une adresse في ليمي c'est-à-dire tu es à l'intérieur tu es connu à l'intérieur de l'EMI, tu peux te balader comme tu veux au niveau de l'EMI. Mais pour sortir vers l'extérieur, c'est ce qu'on a fait le web finking. Donc l'adresse d'hier, باش تمشي ليه وتخرج منه. D'accord? Donc هذيك هي la passerelle par défaut. اللي كتخرجنا vers l'extérieur, خصنا نكونوا عارفين l'adresse ديالها. Une machine doit connaître l'adresse de la passerelle par défaut pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. إلا بغيتي تخرج من l'EMI خصك تعرف الباب فين كاين. باش يمكن لك تمشي ليه وتخرج منه. ما كنتيش عارف هذاك الباب ماشي مشكل tu restes tu tournes au niveau de l'EMI mais tu ne peux pas sortir انك ما عارفوش ما عارفش l'adresse de la passerelle par défaut عندك donc une adresse mais tu n'as pas l'adresse de la passerelle par défaut d'accord alors il y a aussi une autre chose importante خصك تكون عارف aussi l'adresse du serveur DNS d'accord donc ملي كنديروا la configuration manuellement avant on faisait ces choses-là comme ça manuellement, c'est que tu une adresse IP de la machine d'hier, tu as une adresse, ou tu l'adresse de la passerelle par défaut, et vous mettre l'adresse passerelle par défaut est 192.168.1.1, donc c'est ce que tu là. Et puis après, c'est avec l'adresse du serveur DNS. Alors pourquoi le DNS l'adresse du serveur DNS باش يمكن ليا نكومونيكي كوريكتومون شنو قلنا حنا الانتيغي ديالو هو لا كونفيرسيون فوالا لا ترادكسيون لا ترانسلاسيون d'adresse يعني من l'adresse symbolique l'adresse IP en fait dans la réalité les machines ils n'utilisent pas حنا ملي تنكتبوا www.google.com par exemple هذه c'est une adresse symbolique ولكن راه les machines ماشي هذه l'adresse اللي كيستعملوا هما كيستعملوا des adresses IP d'accord كيستعملوا les adresses IP les protocoles et par conséquent ملي كنكتبوا حنا une adresse symbolique la machine ديالنا il demande à un serveur DNS كتطلب منه تقول له عافاك عطيني l'adresse IP qui correspond لهاد l'adresse symbolique www.google.com تقول له اعطيني l'adresse qui correspond l'adresse IP كيعطيها ليها عادي يمكن ليها هي تكومونيكي مع هذيك لا ماشين dont l'adresse est donnée par le serveur DNS. Vous voyez? Donc maintenant, أنا ما عنديش l'adresse du serveur DNS. D'accord? Il ما عنديش هذيك l'adresse du serveur DNS, l'adresse IP. Alors, si moi je veux communiquer avec une machine, avec le serveur Google par exemple, شنو خصني ندير؟ Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Si je ne connais pas un serveur DNS qui va, voilà, il faut taper l'adresse IP ديالو خصني نكون حافظها خصني نكون عارفها. Vous voyez l'inconvénient. Donc إلا ما عندكش
un serveur DNS qui va vous faire la traduction, et vous voulez communiquer avec une machine à l'extérieur, un serveur à l'extérieur, c'est qu'on a l'adresse IP avec le serveur directement. D'accord? C'est ce qu'on a. Or, en tant qu'être humain, on a les adresses IP. D'accord? Et par conséquent, c'est plus pratique, plus simple pour nous d'utiliser des adresses symboliques, les rismiyat, on a facilement Google, www.imi.ac.ma, etc. Donc là, le serveur DNS, il fait cette traduction. Donc, c'est qu'on a l'adresse d'un serveur DNS au niveau de l'école. باش إلا احتاجينا une adresse IP d'un serveur donné كنطلبوها منه وكيعطيها لينا ونحن كنستعملوها. Et donc voilà la configuration. Bien sûr, il y a une quatrième chose sur laquelle on va discuter par la suite, il y a ce qu'on appelle le masque. C'est-à-dire la notion de masque. Donc d'abord une configuration IP, شنو فيها pour résumer ce que je viens de dire. Je nous fais la configuration IP, fait d'abord une adresse IP, donc une machine qui veut communiquer, qui veut se connecter à un réseau correctement. On a toutes les informations nécessaires. Je nous une adresse IP, l'adresse de la passerelle par défaut, je vais vers l'extérieur, l'adresse d'un serveur DNS, voilà, pour qu'on puisse taper des adresses symboliques au lieu de connaître les adresses IP par cœur. Et quatrième chose, il lui faut un masque. Un masque, la notion de masque, ça va prendre beaucoup de temps pour l'expliquer pour l'instant, mais un masque de ce réseau qui va permettre justement de classifier l'adresse par rapport à d'autres adresses dans le réseau. Donc, on a les choses la configuration. D'accord? Donc, alors, au départ, il y a deux manières de faire ça. Première manière, c'est de le faire d'une manière manuelle, statique. حنا اللي كندخلوا هاد لي زانفورماسيون هادشي اللي كنت كنهضر عليه دابا حنا كندخلوا اما تمشي عند لادمينستراتور دو ريزو يدير لك هادشي اما ديرها راسك ولكن هو غيعطيك لانفورماسيون يقول لك فوالا لادريس ديال السيرفور ديال الباسريل ديال السيرفور دي ان اس ويعطيك اون ادريس اكسيتيرا وانت كتدخل configuration réseau, configuration TCP/IP ou كتدخل هاد les informations. Et donc une fois qu'on fait ça, ça y est, notre machine elle peut se connecter au niveau du réseau et travailler normalement comme les autres machines. Et donc elle possède une adresse IP, etc. Donc c'est la première manière de faire qui est statique. La manière fait beaucoup d'inconvénients. شنو هما les inconvénients? D'abord, on dépend de quelqu'un, خصو شي واحد اللي يعطينا l'adresse. L'adresse elle est statique, donc il خديناها صافي ما باقيش كتعاود ما يستعملهاش واحد اخر. On peut se tromper parce que ça se fait manuellement, وهادشي ça nous arrivait avant beaucoup, fin des années 90, etc. كنا كنديروا هادشي statiquement. Et donc parfois كتدخل une adresse suite à une erreur de saisie ou une erreur de l'administrateur اللي عطاك une adresse déjà occupée, etc. كيوقعوا des conflits, تيوليو deux machines عندهم la même adresse. Et par conséquent, حتى وحده فيهم ما كتكومونيكي correctement. Et donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Et à chaque fois qu'il y a un changement, يعني تغيرت la passerelle par défaut l'adresse ديالها ولا السيرفور DNS تغيرت l'adresse ديالو ولا هذا, on doit reconfigurer toutes les machines du réseau de ligne. Imaginez, chaque fois qu'il y a un petit changement dans la configuration du réseau, les machines يتغيروا en conséquence. إذا تبدلت l'adresse de la passerelle par défaut مثلا, alors les machines كل واحد عنده une machine ولا les machines اللي كاينين في le centre de calcul ولا etc. كلهم خص يجي un technicien يدور عليهم وحده بوحده pour modifier en conséquence. هذا هو l'inconvénient. Bien, donc شنو الحل؟ هي la deuxième manière de faire. C'est l'utilisation du protocole DHCP. هنا l'intérêt ديال DHCP. Vous voyez, دابا غنعاودو نقراو هاد
l'acronyme DHCP qui veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole de configuration de machines de façon dynamique. Vous voyez l'avantage? L'avantage, c'est que ça se fait non seulement dynamique aussi, mais automatique. On ne le voit pas dans le nom, mais ça se fait aussi automatiquement. La configuration اللي كنت كنهضر عليها دابا, l'adresse IP, l'adresse de la passerelle par défaut, l'adresse du DNS et le masque, هادشي كله il est fait d'une manière automatique, يعني l'utilisateur n'a pas besoin de faire de configuration. Ça c'est intéressant. تيجي شي واحد pour la première fois كيشعل la machine ديالو كتكونيكتا للريزو, le réseau, les serveurs كيعطيوها un serveur. Il est justement le serveur DHCP, qui est le serveur, la machine qui va jouer le rôle de serveur DHCP dans le réseau. Il distribue les configurations IP aux différentes machines. D'accord? Donc, je veux dire, une fois une machine connectée dans le réseau, le serveur DHCP une configuration. Je nous fais une adresse IP, l'adresse de la passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS et un masque de sous-réseau. Donc, il y a les informations كاملين دقة واحدة وهي كتاخدهم وكتخدم بهم d'une manière dynamique. هنا شفنا automatique ça veut dire حنا ما كنديرو والو, c'est pas manuel. و dynamique ça veut dire quoi? شنو المعنى ديال dynamique هنا؟ المعنى ديال dynamique ça veut dire que la configuration اللي كنعطيو لهذيك لا ماشين كتخدم بها. Supposons ديك لا ماشين مشات بحالها ولا elle a été arrêtée, on l'a éteint ou bien elle n'est plus connectée au réseau. هذيك la configuration on peut la donner à une autre machine qui vient de se connecter. Vous voyez l'avantage? Donc le nombre d'adresses là où on a le réseau, il va augmenter le nombre d'utilisateurs, pour être plus précis, le nombre d'utilisateurs potentiels du réseau va être plus grand. Parce que supposons qu'on a une centaine d'adresses. Alors, on peut connecter 100 machines, 100 utilisateurs le réseau en même temps. D'accord? Il a par exemple une dizaine de les adresses disponibles. On peut les donner à une dizaine d'autres personnes. On a 110 utilisateurs, alors qu'on a 100 adresses seulement. D'accord? Donc le nombre d'utilisateurs va être plus grand avec ce plan d'adressage, avec DHCP. D'accord? Parce que l'affectation se fait de façon dynamique. Ceux qui sont connectés, qui ont des adresses, ceux qui ne sont pas connectés, le moment où ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas d'adresse. C'est normal parce que alors le cas statique, non, malheureusement, c'était pas comme ça. Lorsqu'on configure une machine, par exemple, la machine d'IALI, ou qu'on configurer avec une adresse IP statique. Si on est connecté sur le réseau de l'EMI, l'adresse IP, c'est ce qu'on a dit. D'accord? ولكن ملي كنطفي لا ماشين ديالي واخا نمشي كونجي, هذيك l'adresse IP ديالي شكون اللي يمكن له يستعملها؟ Personne ne peut l'utiliser. Parce qu'elle est affectée de façon statique. Même si moi, je ne suis pas connecté au réseau. Donc, c'est un gaspillage d'adresse, ici. Puisqu'une adresse, on l'affecte à une personne, même s'il est connecté ou n'est pas connecté, l'adresse ne peut pas être utilisée par les autres. Dans le cas dynamique, non. C'est ça la dynamicité des adresses. Une adresse, elle est allouée à quelqu'un qui est connecté. Lorsqu'il n'est plus connecté et on a besoin d'une adresse, on peut prendre ça. L'adresse et la donner à quelqu'un d'autre. Et voilà donc le protocole DHCP. C'est un résumé de ce protocole-là. On va le en détail dans un chapitre avec plus de détails. Alors après, vous avez on va parler du protocole ICMP rapidement. Ça, c'est un protocole qui complète le protocole IP et qui gère la notion de message d'erreur et les messages de contrôle du réseau. Donc, c'est un protocole qui s'occupe de deux types de messages, les messages d'erreur et les messages de contrôle. Alors, les messages d'erreur, c'est clair. On dit qu'on a une erreur l'envoi d'un paquet, donc il y a une erreur qui est générée par ce protocole.
Les messages de contrôle finalement, c'est les messages qui permettent la gestion et des utilitaires qui permettent la gestion du réseau. Par exemple, je ne sais pas moi, donc prenez l'utilitaire ping qui permet de vérifier si une machine est connectée ou pas, par exemple. Alors, le ping, il utilise des messages ICMP. Il envoie des paquets qu'on appelle des paquets ICMP vers une machine donnée. Il les reçoit en écho pour s'assurer que la machine est live, c'est-à-dire est fonctionnelle, est connectée ou pas, elle est bien configurée ou pas, etc. D'accord? Donc, on va parler de ce protocole rapidement. Après, on va parler du routage. D'accord? On va parler du routage dans IP, du protocole IP, donc qui est le routage. Parmi les fonctionnalités les plus importantes du protocole IP, c'est le routage. Alors, ensuite, on va aller vers la couche transport. On va parler de UDP et TCP, les deux protocoles de transport. Et après, on va parler de l'API socket. Alors, socket, les sockets, ou bien c'est API, API pour dire Application Programming Interface. C'est une interface de programmation d'application. C'est les sockets, c'est un moyen de communication entre des processus ou bien des programmes qui sont sur des machines différentes dans un réseau ou bien sur deux machines différentes dans deux réseaux différents. D'accord? C'est un moyen de communication qui permet de développer des applications client-serveur. D'accord? Alors, une application client-serveur est composée de deux programmes. Il y a un programme client, il y a un programme serveur qui communiquent entre eux. D'ailleurs, l'Internet, il est basé sur les applications client-serveur. À chaque fois que vous vous connectez à Internet, par exemple, pour télécharger une page web, vous vous connectez à un serveur web. Vous voyez, donc le serveur web, c'est un programme. D'accord? Un serveur web, c'est un programme. Et le client, dans ce cas, c'est votre navigateur. Alors, le navigateur que vous utilisez, que ce soit Safari, ou Firefox, ou Mozilla, n'importe lequel, c'est un client, c'est un programme client. Et le serveur web, c'est un programme serveur. Et donc, le client ici, qui est le navigateur, il demande au serveur de lui envoyer une page web en lui envoyant son adresse. Et le serveur web, il répond à ce client-là en lui envoyant cette page web qui est demandée s'il la trouve, bien sûr. Donc, il y a une communication entre deux programmes, un client et un serveur. Alors, c'est la même chose lorsque vous faites du transfert de fichiers, par exemple FTP. Donc, il y a un client qui demande un fichier à un serveur FTP, par exemple. Et celui-ci, il va lui répondre en lui envoyant ce fichier, parce que vous téléchargez un fichier, par exemple. Donc, il y a une communication toujours entre un client et un serveur. La messagerie, la même chose. Il y a un serveur de messagerie qui envoie ou qui reçoit des messages et il y a un client de messagerie que vous utilisez pour lire vos messages, vos mails. Par exemple, si j'ai qu'un mail, vous lancez un client de messagerie, que ce soit Outlook, que ce soit n'importe lequel. Et ce client-là, il va vers le serveur, il va chercher les mails que vous avez reçus, il va vous les charger, vous les afficher pour les lire. Donc il y a toujours sur Internet, sur le réseau Internet, il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent comme ça, sous forme de client-serveur. Alors, je mets la relation avec les sockets. Justement, les applications client-serveur utilisent comme moyen de communication, alors utilisent comme moyen de communication, alors il y a un petit problème qu'on va régler.
Je vais relancer le... un arrêt de la projection du cours, donc je vais le relancer. TCP/IP, introduction générale. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez le partage? Oui. D'accord? Très bien. Bien, alors je disais que ces applications-là se basent à un niveau, au niveau transport sur l'API socket. Donc, pour développer des applications client-serveur, on peut, entre autres, utiliser des sockets. Et donc là, on va, et d'ailleurs, ça sera l'objet du TP, la première partie du TP, c'est de développer des applications client-serveur en utilisant l'API socket. Donc, je vais vous décrire l'API, les appels système qu'il utilise et comment il fonctionne, et on va essayer de développer des applications qui permettent de faire communiquer deux programmes sur le réseau. On va avoir deux machines, on va développer un premier programme qu'on appellera client et un autre sur une autre machine qu'on appellera serveur, et on va les faire communiquer. Le client accepte un message le serveur il géobo, etc. Et ça sera la base, si vous voulez, des applications client-serveur. On peut envoyer dans un premier temps un simple message bonjour ou là-dedans, ou après, si on arrive à faire ça, alors après on peut envoyer ce qu'on veut, une page web, un fichier, faire du chat, etc. Donc c'est ça l'API socket. Donc on va parler de ça justement juste avant le démarrage du TP, parce qu'on aura besoin des sockets pour les TP. Alors après, bien sûr, on va, une fois qu'on a terminé donc le niveau IP, le niveau transport TCP, UDP, on va parler des sockets. Après, on va passer à la couche application. Donc, on va parler des différents protocoles au niveau applicatif, donc les DNS, les NAT, HTTP, etc. Donc, tout ça, c'est des protocoles de niveau applicatif. Alors ça va dépendre bien sûr du temps, etc. Les NAT, peut-être je vais en parler bien avant, parce que c'est en relation avec DHCP, peut-être les NAT et DHCP, les NAT avec DHCP, mais il faut savoir que ça fait partie bien sûr de la couche application aussi. Et après, à la fin, on va faire une introduction à IPv6. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé de TCP/IP, etc., sans parler de version de IP. Alors aujourd'hui, on utilise bien sûr IP en version 4, mais on est en train de migrer vers le protocole IPv6. D'accord? Parce que IPv4, il est arrivé en fait pratiquement à sa fin. Il souffre de beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi donc on est en train de migrer. Bien sûr, IPv6, il date des années 2000, début des années 2000. Malheureusement, on n'a pas pu migrer vers IPv6 parce que ça demande beaucoup de choses. C'est un peu coûteux en termes d'argent, en termes de temps, en termes de ressources, etc. Et c'est pourquoi on est en train de migrer, mais progressivement et doucement. D'accord? Mais à un certain moment, IPv4 va être remplacé par IPv6. Et donc là, on va voir dans ce chapitre-là les changements qui vont se faire de IPv4 vers IPv6 pour préparer un petit peu l'avenir, si vous voulez. D'accord? Aujourd'hui, il y a certains sites qui utilisent les deux en même temps, IPv4 et IPv6. Mais dans quelques années, je pense que IPv4 aurait IPv6. Les bases sont les mêmes. Il y a un certain nombre de changements. Justement, dans ce chapitre-là, on va parler des changements
et les différences entre IPv4 et IP version 6. Bien sûr, je vais revenir sur ça après, en détail. Voilà, donc ça c'est le plan du cours. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on veut faire. Donc, je résume ce que je viens de dire, parce que c'est important d'abord de comprendre la structure du cours avant de commencer le cours. Le réseau Internet, comment il fonctionne en gros. Internet, comment il fonctionne, les protocoles, les réseaux, etc. Et pour parler de ça, comment on va faire? On va commencer par le bas. Yani, أول حاجة, au niveau physique, l'Internet est composé de quoi? Quels sont les réseaux qui composent l'Internet? Alors, les réseaux qui composent l'Internet, c'est la partie اللي فيها les principaux réseaux de l'Internet, les réseaux locaux. Les réseaux locaux, l'interconnexion des réseaux locaux. C'est la première partie du cours. D'accord? Ou une fois qu'on termine la partie, il y a la partie basse, les réseaux locaux physiques. C'est la couche physique, la couche liaison de données, principalement. Radin 2O, après les couches supérieures, les HOMA, à partir de la couche IP. Il y a une IP, TCP, UDP ou la couche applicative, à savoir HTTP, etc. Donc là, on monte dans la pile pour parler des protocoles de l'Internet, à savoir TCP/IP. On peut dire une introduction à IPv6 pour préparer, si vous voulez, l'avenir. Après, qu'est-ce qu'on va voir comme protocole? Donc voilà, le cours il va être organisé de cette façon. Donc aujourd'hui, je continue sur l'introduction, mais une fois qu'on termine l'introduction, alors les réseaux locaux. Les réseaux locaux et l'interconnexion des réseaux locaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bien, alors si c'est clair, donc on passe. Donc là, bien sûr, la bibliographie, alors ça date de plusieurs années, je la laisse toujours, mais je sais qu'aujourd'hui, personne ne va chercher des bouquins pour lire, etc. Bien sûr, il y a tout sur l'Internet, donc vous pouvez toujours trouver ce que vous voulez sur Internet, que ce soit des cours, des TD, des manips, etc., tout ce que vous voulez. Donc là, c'est des références, en fait, sur TCP/IP et sur les réseaux, donc que je donne ici à titre indicatif. Bien, alors maintenant, commençons l'introduction générale au modèle TCP/IP. On va commencer par un petit exemple introductif qui nous montre un petit peu qu'est-ce qu'on va voir avec TCP/IP. Ensuite, on va donner la définition de TCP/IP, on va voir un petit peu l'historique, un petit face-à-face entre TCP/IP et ROSI, que vous connaissez déjà, et puis on va parler un peu de la normalisation rapidement, on va insister sur les organismes de normalisation qui sont spécifiques à l'Internet. D'accord? Bien, alors prenons un cas concret, par exemple, vous avez, supposons qu'on a un réseau, d'accord, un réseau local qui est composé de plusieurs machines, parmi lesquelles il y a deux machines, d'accord. Alors votre camarade qui pose une question, différence entre socket et HTTP. Alors, quelle est la différence? Alors, il y a une grande différence entre socket et HTTP. Alors, HTTP, c'est Hypertext Transfer Protocol, Transmission, la Transfer Protocol, c'est un protocole au niveau applicatif qui permet d'échanger des pages web, etc., entre plusieurs machines. Socket, ce n'est pas un protocole. Les sockets, c'est une API, c'est une interface de programmation. Il nous permet d'écrire si vous voulez, des protocoles et des programmes. D'accord? Alors, HTTP se base sur les sockets. Chez HTTP, d'ailleurs, comme SMTP, comme FTP, comme la plupart des protocoles, ils se basent sur les sockets. Ils font appel aux sockets pour envoyer leurs messages, leurs données, etc. Socket, c'est une interface de programmation.
Euh, alors, pour vous rapprocher la chose, oui, HTTP s'exécute sur des sockets, il utilise des sockets. Une socket, chauffe, c'est un moyen de communication. D'accord? Ce n'est pas un protocole. HTTP, c'est un protocole. Socket, c'est un moyen de communication. Alors, pour vous rapprocher la chose, vous vous rappelez la manipulation sur HDLC? Pour faire communiquer les processus, on avait utilisé comme moyen de communication, avec HDLC, qu'est-ce qu'on avait utilisé comme moyen de communication pour faire communiquer les deux processus? On a utilisé les pipes, voilà, les tubes. Alors, les tubes, on les avait utilisés parce qu'on était sur une même machine. On a utilisé comme moyen de communication les pipes. Et bien, supposons, maintenant, on veut faire communiquer deux programmes, les deux processus, mais sur deux machines différentes. Est-ce qu'on peut utiliser les pipes, hein? Ou bien les tubes? Bien sûr que non, on ne peut pas. Donc les moyens, on ne peut pas les utiliser. Donc les moyens, les mémoires partagées, les signaux, les sémaphores, etc., ce sont des moyens de communication à l'intérieur d'un même système d'exploitation. Mais si on veut faire communiquer deux processus sur deux machines différentes, entre deux systèmes d'exploitation qui sont différents, un sur une machine et l'autre sur une autre machine dans le même réseau, là dans deux réseaux différents par exemple. Le moyen de communication qui va nous permettre ça, c'est justement les sockets. Donc les sockets, c'est un moyen de communication. On va les utiliser pour développer des applications client-serveur, pour développer des protocoles aussi. Il y a donc les protocoles comme HTTP, comme etc. Ils se basent sur les sockets pour l'envoi de leurs messages, la réception, etc. Voilà, donc à dire la différence, ou bien sûr à dire je vais là-dessus en détail après quand on verra les sockets et vous allez les comprendre. Alors je reviens sur mon exemple. On suppose qu'on a un réseau local, disons un réseau Ethernet pour l'instant, c'est mieux Ethernet, à Rouen, composé de plusieurs machines. وparmi هاد les machines كاين عندنا واحد deux machines, وحده سميناها ابن سينا, وحده سميناها ابن رشد, par exemple. D'ailleurs, il y avait deux stations de travail, deux mini-ordinateurs mini, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, deux machines qui s'appelaient justement Ibn Sina et Ibn Rushd, sur lesquelles on se connectait et travaillait à distance, etc. Alors, on va supposer que Ibn Sina, la machine, le nom Ibn Sina et le nom Ibn Rushd, sont les noms symboliques, si vous voulez, des machines. Une machine a un nom. Par exemple, votre machine, elle a un SMIA. Si vous tapez la commande hostname sur, si vous avez Linux ou autre, donc vous pouvez voir le nom de votre machine, par exemple. Donc une machine, elle possède un nom, en général, symbolique. D'accord? Donc, Ibn Sina, Ibn Rushd. Supposons que Ibn Sina, il envoie à la machine, Ibn Rushd, des annonces à raison d'une annonce toutes les 10 secondes. كتصيفط لها واحد لي ميساج بحال لي زانونس تتصيفطهم ليها chaque 10 secondes كتصيفط لها une annonce, un message. D'accord, d'une manière régulière. Alors deuxième application, il y a un transfert de fonds. C'est-à-dire on voit de l'argent entre Ibn Sina et Ibn Rushd. Par exemple, et ça vous le savez, sur Internet, il y a beaucoup de transferts de fonds. Il y a beaucoup de transferts d'argent sur le réseau Internet. Internet, au début, quand il transférait des messages adiens, etc. Et on va parler de ça au niveau de l'historique. Aujourd'hui, il est utilisé pour faire du commerce, pour faire beaucoup de choses. Et par conséquent, on envoie des messages qui contiennent... Qu'est-ce que ça veut dire un envoi de fonds d'argent? Ça veut dire vous envoyez des sommes d'argent. Par exemple, vous envoyez un message lorsque vous faites une commande de quelque chose, ou vous achetez quelque chose, vous faites un transfert d'une banque vers une autre, etc. Vous envoyez, ce qui est envoyé, en fait, c'est des sommes d'argent.
Les sommes, c'est des valeurs. Par exemple, nous avons 10 000 dirhams. ماشي هي 100 000 dirhams. Il تزاد غير zéro, le montant il change. Parfois radicalement. D'accord? 1000 dollars, il y a 10 000 dollars par exemple. Donc il y a un seul chiffre qui a changé, le montant a augmenté d'une manière plus grande. D'accord? Il a été multiplié par 10. Donc il y a un transfert de fonds, transfert d'argent sur le réseau. Donc imaginons que Ibn Sina il a envoyé un message qui contient une somme d'argent qui a été transférée. On demande de faire un transfert, etc. de l'argent. Troisième chose, on va supposer que sur Ibn il y a un serveur web, donc un navigateur web pour accéder au serveur web actif sur le PC Ibn, sur la machine Ibn, qui est un serveur. On a qui est un navigateur, donc un client, qui accède à ce serveur. Donc, si on regarde les trois applications, bien sûr, les applications bien choisies, je vais discuter un certain nombre de spécificités des applications sur Internet. Plusieurs types, où ils ont des caractéristiques qui sont différentes. D'accord? Donc là, vous avez trois applications de types différents. Il y a des envois d'annonces, qui a des informations qui sont envoyées d'une manière régulière, toutes les 10 secondes. Il y en a qui a un transfert de fonds. Automatiquement, qui dit transfert de fonds, donc argent, ça veut dire problème de sécurité, problème, etc., d'intégrité des données, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a l'accès à une page web, etc. Donc, la notion de temps est importante, la première application. Il y en a chaque 10 secondes, c'est une seconde. Il y a la notion de quoi qui est importante, c'est l'intégrité des données. Les données ne doivent pas être modifiées parce que c'est de l'argent. Voilà, c'est la sécurité des données. Et là, bien sûr, c'est la fiabilité des données. J'envoie une adresse, l'adresse parce que je veux une certaine page web, donc il y a l'IRSADJI. Donc vous voyez, chaque application a des spécificités. Alors on va supposer que la machine Ibn Sina, son nom symbolique c'est Ibn Sina, donc il y a l'adresse symbolique d'elle. Ou bien sûr deux autres adresses. L'adresse MAC d'elle. Une adresse MAC, vous vous rappelez, on avait dit c'est une adresse qui est représentée sur combien d'octets, sur combien de bits. Hein? Alors, une adresse MAC, c'est une adresse qui est représentée sur 6 octets. D'accord? Sur 48 bits. Il y a une adresse MAC, voilà, 48 bits. Par exemple, pour simplifier, on a l'adresse 02, 00 et puis 41, 41. En exemple, c'est-à-dire c'est en hexadécimal. En hexadécimal, ça veut dire c'est 4 bits, 4 bits. Ça veut dire 8 bits, 1 octet, 2 octets. Ça fait 2, et puis 4, et puis 6. 6 octets au total. Ou l'adresse IP d'ILH, bien sûr, une adresse IP, elle est représentée sur 4 octets, en décimal. Hein, donc, par convention, les adresses MAC, en hexadécimal, et les adresses IP en décimal, séparées par des points. Donc 10.1.1.1. Ou la machine Ibn Rushd, la même chose, on a les adresses d'ILH, on a l'adresse MAC d'ILH en hexadécimal, on a l'adresse IP d'ILH en décimal 10.1.1.2. Donc on va supposer les hypothèses d'ILH. Donc on a deux machines qui communiquent sur un réseau en utilisant trois types d'applications. D'accord? Bien sûr, les adresses IP, IPv4. C'est le chapitre-ci, le dernier, on va la IPv6. Aujourd'hui, IPv6 utilise des adresses IP en hexadécimal. IP actuel, enfin,
pas actuellement, mais dans IPv6, on va utiliser des adresses IP qui sont notées par convention en hexadécimal, c'est-à-dire je l'hexadécimal. Parce que les adresses IPv6 sont beaucoup plus grandes. Nous faisons chez 4 octets, nous faisons 128 bits. 128 bits, si vous divisez par 8, ça fait combien? Ça fait 16. Ça veut dire que les adresses IPv6 feront 16 octets. Donc vous voyez, la taille, c'est beaucoup plus grand. On va voir après pourquoi, etc. Donc, et c'est pourquoi on est revenu sur la notation hexadécimale pour ne pas avoir un nombre très long. Une hexadécimale est, plus la base est grande, plus le chiffre est plus petit en notation. L'intérêt. Bien, donc on a l'application. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que les échanges les réconnons entre Ibn Sina et Ibn Rushd, les deux machines, réconnons des échanges de la première application, des échanges de la deuxième, et puis des échanges de la troisième. Donc, il y a des paquets, des trames qui vont être échangés. Vous vous rappelez la structure d'une trame, c'est qu'on fait à l'entête, d'ILA, l'entête Ethernet. On suppose donc en quelque sorte que notre réseau, le réseau ADA, c'est un réseau Ethernet. Ethernet, c'est-à-dire il va ajouter les, si vous voulez, il va ajouter l'entête dialogue et l'enquête dialogue. Vous voyez, il y a Ethernet, on va appeler au niveau liaison de données, vous mettez un entête et un enquête. Puis après, il y a l'entête dialogue IP. Puis après, il y a l'entête dialogue le protocole de transport qui est utilisé. Et puis, bien sûr, les données les annonces. Pour la première application, les la trame dialogue. Chaque 10 secondes, après 10 secondes, on a une autre trame. Vous voyez, la même chose, les données annoncent. Ethernet, IP, UDP, les données, puis longue. Chaque 10 secondes, il y a une trame comme ça qui est envoyée. Là, vous pouvez remarquer une chose. On a utilisé comme protocole UDP. Je vais revenir sur la question et je vais poser la question pourquoi. UDP, deux possibilités au niveau transport. On peut utiliser TCP et on peut utiliser UDP. Alors, on a pour l'application les annonces, on a utilisé UDP. Alors, il est génial, je vois l'autre application. Il y a l'application le virement, le transfert de fonds. Parce que nous avons qu'il y a 3 applications qui ont les annonces. Alors, les annonces, il a utilisé comme protocole de transport UDP le transfert de fonds. Et l'envoi si vous voulez, de l'argent, le virement. Non, on a utilisé comme protocole TCP. L'entête Ethernet, bien sûr, dit McCain, c'est-à-dire c'est une trame qui est l'entête IP, qui est l'entête TCP, cette fois-ci. Puis les données, puis l'enquête Ethernet. D'accord? Donc, on a UDP, le virement, on a utilisé TCP. Je mets la troisième application, les noms. La troisième application, il y a le web, l'accès à un serveur web. Alors, l'accès à un serveur web, la trame dit le chenou est qu'on fait à votre avis. Une trame, c'est hier, et qu'on fait à Ethernet, bien sûr, et qu'on fait à IP, ou hier, et qu'on fait à TCP. Voilà, exactement. Et qu'on fait à TCP, effectivement, parce que là aussi, même analyse. Donc, ça dépend de l'application. Il y a des applications donc, qui vont utiliser UDP comme protocole de transport, il y a des applications qui vont utiliser TCP comme protocole de transport. Alors, la première, alors, autrement dit, parce que on va sortir au réseau extérieur. Michel a dit la raison. On a utilisé TCP. TCP, on va l'utiliser dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit une communication locale ou là une communication distante.
C'est-à-dire le même réseau, l'offre des réseaux différents. C'est pas ça la raison pour laquelle on choisit TCP ou bien UDP. D'accord? Mais par contre, c'est les exigences de l'application elle-même. Par exemple, l'application ديال les données, ديال les annonces. شنو هي l'exigence importante? Qu'est-ce qui est important ici? C'est le temps. Et donc, c'est les applications de temps réel. La vidéo à la demande, l'envoi de la téléphonie sur IP, la vidéoconférence qu'on est en train de faire d'avant. C'est des applications qui vont utiliser comme protocole de transport, bien sûr, UDP. Parce que ce qui est important, c'est le temps. Quand moi je parle d'avant, ce qui est important, c'est que la ديالي توصل comme le plus rapidement possible. Mais quand j'ai un décalage, un grand décalage, d'accord? Même si parfois il y a des mots qui vont sauter, parfois s'il y a une image qui va un peu pas être très claire, etc. Mais ça passe, d'accord? Donc les applications temps réel, ils utilisent comme protocole de transport UDP. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour ces applications-là, c'est le temps, d'accord? Ce qui est important, c'est le temps, voilà. Donc, ça ne nécessite pas effectivement une vérification très régulière, etc., très rigoureuse de l'envoi, de l'échange, etc. Par contre, si vous prenez l'autre application, liée à l'application de l'envoi de virement, le transfert de fonds, d'argent, maintenant, ce qui est important, ce n'est pas le temps. Que ça soit fait en 300 millisecondes ou en une seconde, c'est pas ça le plus important. Lorsque vous faites une commande, vous envoyez de l'argent, vous faites du transfert d'argent ou du virement, etc., ce qui est important pour vous, c'est pas le temps, ou une seconde ou la deux. Ce qui est important, c'est la fiabilité de l'information. Il a une somme d'argent, il a 10 000 dirhams, mais il dit que je vois 100 000 dirhams. Au lieu de 10 000, il va dire 100 000. Ça, c'est grave. D'accord? Donc là, c'est la fiabilité. Le temps n'est pas aussi important que la fiabilité et la sécurité des données. C'est pourquoi on utilise TCP pour ce genre d'application. D'accord? La même chose pour le web. Vous accédez à une adresse web, l'adresse تمشي correctement. Sinon, il dit un autre serveur. Le serveur, il dit un autre. Ou il dit un serveur qui n'existe pas. Il dit que ما كاينش, etc. Donc, ce qui est important ici, c'est la fiabilité. Vous voyez, donc le choix du protocole de transport dépend de l'application, des exigences de l'application. C'est-à-dire la première remarque. C'est pourquoi, justement, on doit voir le cours d'IENA, les deux protocoles, UDP ou TCP. Vous voyez, donc l'exemple, il est en train de nous montrer ce qu'on va faire, ce qu'on va voir dans notre cours. Alors, il a dit l'entête Ethernet, je n'aurais qu'on fait comme information, qu'on fait plusieurs informations. On a fait l'entête du protocole HDLC, par exemple, qui ressemble d'ailleurs un peu à cette entête-là. Mais parmi les informations les plus importantes, on a les adresses MAC, par exemple. Vous vous rappelez, la structure de la trame, parmi les champs, qui les adresses. Alors, l'adresse MAC de destination ou l'adresse MAC source. Ou l'entête IP, je n'aurai les adresses IP. L'entête IP, ou bien sûr, on détaille le cours du protocole IP. L'adresse IP source ou l'adresse IP destination. Et lorsque vous envoyez, par exemple, l'exemple, le schéma, la machine, ملي كتصيفط un message لهاد la machine, Ibn Sina envoie un message à Ibn Rushd. Bien sûr, la trame غادي نلقاو l'adresse MAC ديال Ibn Sina, هي l'adresse source, ou la trame غنلقاو l'adresse de destination, غنلقاو فيها l'adresse ديال Ibn Rushd. وإلا شفنا l'entête IP, غادي نلقاو comme adresse source l'adresse IP de Ibn Sina, il y a 10.1.1, ou comme adresse
destination, غنلقاو 10.1.2 اللي هي l'adresse de destination ديال Ibn Rushd. Alors donc maintenant Ibn Sina, pour communiquer avec Ibn Rushd, il connaît, bien sûr, Ibn Sina, il connaît son propre nom, ça c'est normal. Ou il connaît ses adresses IP et MAC. Pourquoi Ibn Sina, il connaît ces informations-là, à votre avis? Hein? Une machine, autrement dit de manière générale, une machine, il connaît son adresse MAC et il connaît son adresse IP. Pourquoi? Ninjawa. Hein? Parce qu'il est préconfiguré avec ça. On a une machine, تتكون عارفة l'adresse ديالها. Que ce soit l'adresse MAC, alors l'adresse MAC, il peut la récupérer facilement, mais la carte réseau, d'accord, sur le coupleur, sur la carte, l'adresse est gravée. L'adresse MAC d'une machine, elle est gravée sur le coupleur. Et l'adresse IP ديالها كتكون عارفاها لأن elle est préconfigurée. Alors quand on dit préconfiguré, ça veut dire soit configuré statiquement, manuellement, بحال اللي كنا قلنا tout à l'heure, حنا دخلنا عليها manuellement, ou là, effectivement, grâce au protocole DHCP, effectivement. D'accord? Grâce au protocole DHCP. Donc, une machine qui a les configurations d'IA. Alors, d'abord, Ibn Sina. Est-ce qu'elle connaît Ibn Rushd? Hein? Alors, oui et non. Alors, oui, ça veut dire qu'il connaît le nom symbolique. بحال حنا واش كنعرفوا جوجل؟ oui, كنعرفوه. www.google.على حساب واش .ma ولا .fr ولا .com على حساب lequel des serveurs on veut adresser. Et donc on connaît en général l'adresse symbolique. Parce que لما كناش عارفين l'adresse symbolique, on ne peut pas communiquer avec une machine. ما يمكنلكش خصك تعرف شي حاجة عليها. Généralement, ce qu'on connaît, c'est les adresses symboliques. Donc, est-ce que Ibn Sina connaît Ibn Rushd? Oui, كتعرفها باش يمكن لها تكومونيكي معاه. ولكن est-ce qu'il connaît les autres informations عليها, à savoir son adresse IP, son adresse MAC, etc. Bien sûr, non. ما كتعرف لا l'adresse MAC ديالها لا l'adresse IP ديالها. D'accord? Et c'est pourquoi, justement, on a besoin de deux protocoles dont on a déjà parlé dans le plan du cours. Vous vous rappelez? À savoir le DNS et le protocole ARP. Voilà, on connaît un DNS, un serveur DNS, c'est qu'on a le protocole ARP installé, la machine d'IA. Pour qu'on puisse, à partir du nom symbolique d'Ibn Rushd, يمكننا نجبدوا l'adresse IP ديالها ويمكننا نجبدوا l'adresse MAC ديالها par ARP aussi. Et donc يمكننا on peut constituer le paquet لأن le paquet شنو فيه l'entête Ethernet اللي هو les adresses MAC donc خصنا نعرفوها و les adresses IP حتى هما خصنا نعرفوهم. Et باش غنعرفوهم on doit faire appel justement au DNS ou la ARP et c'est pourquoi justement on va voir les deux protocoles dans notre cours. D'accord? Bien, alors comment maintenant se fait l'échange? Si par exemple Ibn Sina veut communiquer avec Ibn Rushd, est-ce que Ibn Sina va contacter Ibn Rushd directement? À votre avis, comment ça va se passer? Hein? Un échange, un simple échange entre deux machines, il se fait en plusieurs étapes. Alors, au lieu que ce soit deux échanges, un envoi et une réception, il y a les échanges. Au moins. Pourquoi? Alors, malheureusement, on n'a pas de tableau pour qu'on puisse schématiser ça, mais je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Alors, Ibn Sina, la machine Ibn Sina, au début, il veut contacter Ibn Rushd, la machine Ibn Rushd, pour lui envoyer quelque chose. Par exemple, le web, le navigateur qui se trouve sur Ibn Sina, il veut contacter le serveur web qui se trouve sur Ibn Rushd. Ibn Sina connaît le nom symbolique de Ibn Rushd. Donc, on doit effectivement récupérer l'adresse IP
par étape, hein, dans un premier temps, غير l'adresse IP بوحدها. L'adresse IP dit le serveur Ibnange. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit contacter un serveur DNS. Vous voyez pourquoi on a besoin d'un serveur DNS? Parce qu'on a la configuration tout à l'heure, وقلنا خص تكون عندك l'adresse ديال un serveur DNS. علاش؟ لأنها تحتاجو. Justement, في هذا le moment, on en aura besoin. Donc Ibn Sina قبل ما كتهضر مع ابن رشد كتمشي تقلب على ان سيرفور دي ان اس خص يكون هنا ديجا ان سيرفور في هذا لو ريزو ديالنا خص يكون ان سيرفور دي ان اس وابن سينا il va contacter le serveur DNS en premier sachant بلي هي براسها خصها تكون عارفه لادريس ديالو الا ما كانتش عارفه لادريس ديالو راه ما يمكنلهاش تكونتاكتي ابن رشد comprenez et donc Ibn Sina d'abord va contacter le serveur DNS. Supposons que Ibn Sina et Ibn Rushd sont des machines sur le réseau de l'EMI. Donc Ibn Sina, ça تقلب le serveur DNS ديال l'EMI. تقول له j'ai besoin de l'adresse IP de la machine Ibn Rushd. Le serveur DNS, اش غايدير؟ Il va lui répondre. غيصيفط لها l'adresse. هي كتصيفط له l'adresse symbolique هو كيصيفط لها l'adresse IP. Donc la première communication كتكون entre le serveur, entre Ibn Sina et le serveur DNS. Donc, est-ce qu'on a une communication pour récupérer l'adresse IP. وهنا راه sous-entendu كاينه واحد الكومونيكاسيون واحده اخرى ما هضرناش عليها شنو هي Ibn Sina il est configuré avec l'adresse تعرف l'adresse du DNS بحيث قلنا حنا chaque machine كتعرف l'adresse ديال DNS ديال لا باسخيل par défaut كتعرف l'adresse ديالها وكتعرف الماسك ولكن واش Ibn Sina il va communiquer il connaît pardon l'adresse MAC du serveur DNS oui ou non? Alors quand tu poses la question est-ce que les serveurs DNS sont préconfigurés dans les machines? Bien sûr حنا قلنا في la configuration d'une machine كتكون عارفه chaque machine تكون عارفه le serveur DNS la passerelle par défaut l'adresse ديالها le masque ديالها داكوغ تكون عارفه هذا الشيء هذا الا ما كانتش عارفه الدي ان اس راه ما يمكنلهاش يبو با كومونيكي افيك لي زادريس سيمبوليك خاصها دون سو كا تستعمل غير لي زادريس اي بي خاصها تكون عارفه دونك لادريس اي بي ديال ايفون شوز كون جينيرال اون كوني با دونك ما كيستيون اسكو ابن سينا كوني لادريس ماك ديال لو سيرفور دي ان اس voilà donc il connaît son adresse IP mais il ne connaît pas son adresse MAC. Or, باش يمكن لها تكومونيكي معاه راه خصها حتى l'adresse MAC ديالو. Donc, Ibn Sina, première des choses à faire, خصها récupérer l'adresse MAC ديال le serveur DNS. Vous voyez? Donc, il va faire appel au protocole ARP. و le protocole ARP غيعطيها l'adresse MAC ديال DNS. عاد هي كتكومونيكي مع DNS. و DNS كيعطيها l'adresse IP ديال ابن رشد. Oui, دابا 4 communications داروا وباقي كاع ما وصلنا لابن رشد. دابا nous avons l'adresse IP ديال ابن رشد alors عاوتاني لا ميم شوز باش يمكننا نكومونيكيو مع ابن رشد خصنا نعرفوا l'adresse MAC ديالو حتى هي. Donc on va faire appel d'abord l'ARP pour nous donner l'adresse MAC de ابن رشد غيعطيها لينا. عاد après on va envoyer le message à Ibn Rushd. Vous voyez شحال من communication درنا باش يمكننا communiquer avec une machine. D'accord? Sachant maintenant que les deux machines sont sur le même réseau local. On a simplifié certaines étapes. راه كاين عاود le cas où par exemple vous voulez supposons que Ibn Rushd n'est pas sur le réseau de l'EMI. Ibn Sina كاينه في le réseau de l'EMI و Ibn Rushd كاينه في le réseau je ne sais pas moi, de l'université de Californie, de Berkeley, مثلا. Alors, Ibn Sina باش يمكن لها تكومونيكي مع ابن رشد قلنا خصها تعرف l'adresse IP ديالها. Donc Ibn Sina, qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas? Il va contacter un serveur DNS. Un serveur DNS pour lui donner l'adresse IP. ديال اش؟ ديال ابن رشد.
Le serveur DNS اللي غتكونيكتا معاه ابن سينا فين كاين؟ Où est-ce qu'il se trouve? Alors, il se trouve sur le réseau de l'EMI, bien sûr. ولكن le DNS du réseau de l'EMI, il se peut qu'il n'ait pas la réponse. Tu veux بغيت l'adresse IP de la machine Ibn Rushd qui se trouve sur le réseau de l'université de Berkeley en Californie. غيقول لها ما كنعرفهاش ولكن بلاتي نجيبها لك. Et dans ce cas, le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? À votre avis, il va faire appel à un autre serveur DNS, un domaine supérieur. On a la notion de domaine. Alors, dans une adresse IP, l'adresse www.emi.ac.m. D'accord? Je vais peut-être écrire quelque chose. L'Ardina, une adresse, مثلا www.emi.ac.m. D'abord, on a le serveur web de l'EMI. www, c'est une machine, ça désigne une machine. Qui se trouve où? Qui se trouve dans le domaine EMI, le réseau de l'EMI. Ouais. Le réseau de l'EMI, fin كاين un autre domaine supérieur, le domaine académique. Les faits كاع les domaines ou les sous-domaines de l'enseignement. D'accord? AC. Ou le domaine AC fin كاين le domaine MA اللي هو المغرب qui désigne le domaine Maroc. Ou bien sûr le domaine MA راه كاين في la racine, le domaine racine les faits كاع les pays du monde. On fait FR pour la France, CA pour Canada, PE pour Belgique, etc. MA pour Maroc et ainsi de suite. Ou bien sûr fait aussi des domaines un peu spécifiques par catégorie, .com, .gov, etc. Pour les entreprises, pour les militaires, pour KDA et les akhir. Donc là, vous avez une arborescence. Vous avez une racine, où il y a des sous-domaines, les MA, FR, CA, etc., US par exemple pour les États-Unis, etc. Où chaque domaine, il a le domaine MA, le Maghreb, غنلقاو فيه AC, غنلقاو فيه Gouv pour gouvernement, غنلقاو فيه etc. D'autres sous-domaines. وإلا خدينا le domaine AC, غنلقاو فيه EMI, غنلقاو فيه fac de sciences de Rabat, غنلقاو فيه ENIM, غنلقاو فيه etc. غنلقاو فيه. Et إلا خدينا EMI, غنلقاو فيها les machines, les serveurs de l'EMI, à savoir le serveur SMTP, la messagerie, ou le web, ou etc. Les machines qui sont, les serveurs qui sont connus de l'extérieur. Et donc, une machine, le réseau de l'EMI, l'adresse IP d'une autre machine au serveur DNS, le serveur DNS de l'EMI, il est عارف غادي يجاوب ولكن إلا ما كانش عارف شنو غايدير؟ Il va faire appel au serveur DNS du domaine AC. D'accord? Qui est un serveur DNS, le domaine AC. Il a de la réponse, et le DNS l'IMI غيعطيها la machine. وإلا ما عندوش حتى هو la réponse غيمشي MA, le domaine MA. Il a de la réponse غيعطيها l'AC والAC غيعطيها l'IMI والIMI غيعطيها la machine qui a demandé, l'Ibn Sina par exemple. وإلا ما عندوش يمشي la racine. Ou dans ce cas, soit on va trouver la réponse, soit si on ne la trouve pas, ça veut dire que c'est une adresse qui est erronée. C'est une adresse qu'on fait de la succession. Un domaine, un sous-domaine, les domaines racines, ce qu'on appelle les top level domains, ou bien des domaines de haut niveau, les MA, FR, CA, etc. Donc, pour revenir à notre exemple et terminer avec ça, donc, il y a plusieurs échanges qui se font entre la machine qui demande, par exemple ici Ibn Sina, et la machine destinataire liée à Ibn Rushd. Et donc là, il y a plusieurs, pour avoir l'adresse IP, pour avoir l'adresse MAC, pour qu'on puisse faire communiquer les deux machines.
Donc, il y a un ensemble d'échanges de paquets et on fait appel à un certain nombre de protocoles et c'est ce qu'on va voir dans notre cours. Moi, il y a les protocoles qui vont nous permettre de faire tout ça. Voilà, alors là, que se passerait-il? Il est 10 heures. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. La prochaine fois, on va continuer avec l'exemple et on va essayer de terminer de l'introduction générale. On a pris un peu de temps cette première séance parce qu'on a introduit le cours. C'est important de comprendre la structure du cours. Après, on va aller un peu plus vite. Donc, je vais continuer sur l'introduction générale et la finir. La première partie, comme je dis, de notre cours, il y a les réseaux locaux. On a les réseaux locaux pendant plusieurs semaines. Le TCPI. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, bien des remarques? Je vais vous envoyer la suite du cours par la suite, par mail. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur les 3 personnes qui ont le rattrapage, parce qu'apparemment, il y a 3 personnes qui me concernent, qui ont rattrapage avec moi. On va faire un rattrapage à distance, donc 35 minutes pour chacun, pour faire un petit oral, pour discuter. Donc, les personnes concernées, peut-être je vais les avoir. Donc, lundi, on a un cours de 4 à 6. Donc, à 18 heures, tout le monde va quitter et les 3 personnes vont rester avec moi pour que l'on puisse discuter de ça. Donc, faire le rattrapage. D'accord?